Passons maintenant à la découverte des différentes parties d'un élément HTML. Regardons notre exemple paragraphe d'un peu plus près. Il est composé de 3 parties: la balise ouvrante, la balise fermante et le contenu. La balise ouvrante s'agit du nom de l'élément, dans notre cas P, encadré par un chevron ouvrant et un chevron fermant. Ensuite, la balise fermante qui est composée de la même façon que la balise ouvrante, sauf qu'il comprend une barre oblique avant le nom de l'élément. Et enfin, le contenu, qu'il s'agit du contenu de l'élément, dans notre cas, un ordinateur est un appareil électronique. Passons maintenant à la pratique pour que vous ayez un exemple clair. Commençons par créer un nouveau fichier dans notre éditeur de texte, puis sélectionnez le langage HTML. Pour créer notre élément, nous commençons par la balise ouvrante. On écrit chevron ouvrant, le nom de l'élément P, ensuite chevron fermant. Après, on écrit le contenu de notre élément texte, puis la balise fermante. On écrit chevron ouvrant, la barre oblique, ensuite le nom de l'élément P, ensuite chevron fermant. Comme ça, nous avons créé notre élément. Une autre manière pour créer un élément dans Visual Studio Code, c'est d'écrire juste le nom de l'élément, dans notre cas P. Ensuite, on clique sur Entrée. Après, Visual Studio Code écrit tout le code de l'élément. Ensuite, nous pouvons insérer notre texte entre la balise ouvrante et la balise fermante. Pour exécuter notre fichier, vous devez d'abord l'enregistrer en cliquant sur CTRL-S. Ensuite, on écrit le nom du fichier ici et on clique sur Enregistrer. Pour exécuter, on clique droit, ensuite Open in Browser ou Ouvrir dans le navigateur. Et voilà. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un attribut. Les éléments peuvent aussi avoir des attributs. En général, les attributs contiennent des informations supplémentaires sur l'élément sans qu'elles apparaissent réellement dans le contenu. Par exemple, l'attribut ID donne à l'élément un nom d'identification qui peut être utilisé ensuite pour cibler ou sélectionner l'élément afin de lui attribuer un style d'affichage en utilisant le code CSS. Pour créer un attribut, il suffit d'ajouter un espace entre le nom de l'élément et le nom de l'attribut, puis ajouter le signe égal suivi par la valeur de l'attribut entouré par des guillemets d'ouverture et de fermeture. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un élément vide. Tout d'abord, tous les éléments HTML ne suivent pas le modèle d'ouverture du balise, puis contenu, puis fermeture du balise, mais certains éléments ne se composent que d'une balise, qui servent à insérer quelque chose dans le document à l'endroit où ils sont mis. Par exemple, l'élément EMG sert à insérer une image dans notre document à l'endroit où il est déclaré. Le nom de l'image est précisé par l'attribut src pour source. Notez que l'image doit être existe avec notre document au sein d'un même répertoire. Pratiquement, la barre oblique peut ne pas être utilisée dans notre balise vide. Dans notre exemple, l'image va s'afficher correctement sans la barre oblique, mais la syntaxe de la balise auto-fermante est privilégiée. Passons maintenant à pratiquer ça pour que vous ayez un exemple clair. Dans ce TP, nous allons créer notre premier élément vide HTML. On va utiliser l'élément EMG qui nous permet d'afficher une image dans notre document. Pour faire, nous avons besoin de cette image. Commençons d'abord à ouvrir le dossier qui contient l'image. Puis, créons notre document HTML qu'on peut le nommer élément vide. Notez que l'éditeur a déterminé le langage de codage qui est HTML selon l'extension de notre fichier .html. Pour créer notre élément, il suffit d'écrire EMG, puis cliquer sur Entrée. Ensuite, l'éditeur complète l'écriture de la balise. Par défaut, il nous insère deux attributs, src pour source et alt pour alternative.
L'attribut source vous permet de déterminer le chemin ou le nom de l'image, tandis que l'attribut alt vous permet d'indiquer un texte alternatif au cas où le navigateur n'a pas trouvé l'image. Dans notre cas, on va écrire source égale image.img et dans le texte alternatif, on peut écrire texte alternatif. On enregistre et on affiche. Voilà, le navigateur a affiché l'image qui s'appelle image.img. Pour voir l'utilité du texte alternatif, on va essayer par exemple de changer le nom de l'image vers l'image 1. Comme ça, le navigateur ne va pas trouver l'image et affichera le texte alternatif. On enregistre et on affiche. Voilà. Le navigateur n'a pas trouvé l'image, puis il a affiché notre texte alternatif. Notez qu'il y a deux façons d'écrire la balise vide, sans la barre oblique et avec la barre oblique. Mais la syntaxe avec la barre oblique est privilégiée et s'appelle balise auto-fermante. On enregistre et on affiche à nouveau pour voir qu'il n'y a aucune différence entre la syntaxe sans ou avec la barre oblique. Avant de continuer notre anatomie d'un élément HTML, je vous propose de découvrir un nouveau élément qui s'appelle Input. Il vous permet d'insérer une zone de saisie de texte dans votre document HTML. Nous allons utiliser deux parmi ces attributs. Le premier s'appelle Type, qui précise la nature de la zone de saisie, dans notre cas, texte, qui indique la saisie de texte. Le deuxième attribut s'appelle Disabled, qui vous permet de désactiver la saisie de texte. Passons maintenant à découvrir ce que c'est un attribut booléen. Vous verrez parfois des attributs sans valeur définie. C'est tout à fait autorisé et sont appelés attributs booléens. Ils ne peuvent avoir qu'une seule valeur, généralement la même que le nom de l'attribut. Par exemple, dans notre cas, l'attribut disabled peut s'écrire sans valeur. Dans ce cas, il prend la valeur par défaut qui est généralement le nom de l'attribut, disabled. Dans la partie suivante, nous allons voir l'attribut placeholder de l'élément input qui permet d'afficher les informations sur la valeur à saisir par l'utilisateur. Par exemple, nous avons affiché à l'utilisateur une information sur la valeur qu'il peut saisir dans la zone de saisie. Nous avons lui demandé de saisir ce nom. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe sur le web, vous rencontrez tout type de style de balises étranges, y compris des valeurs d'attributs sans guillemets. C'est permis dans certaines circonstances, mais cela va briser votre balisage dans d'autres. Par exemple, si nous voyons dans notre exemple, nous pouvons écrire la valeur de l'attribut type sans guillemets et ça va s'exécuter correctement dans le navigateur. Cependant, si nous ajoutons l'attribut placeholder dans ce même style, c'est-à-dire sans les guillemets, cela devient incorrect. En fait, le navigateur interprétera mal la balise pensant que l'attribut placeholder est en fait deux attributs. Un attribut placeholder avec la valeur votre et deuxième attribut booléen prénom. Ce n'est évidemment pas ce qui était prévu et cela provoquera des erreurs ou un comportement inattendu dans le code, comme on le voit dans notre exemple. Je vous recommande de toujours inclure les guillemets afin d'éviter ce type de problème, mais aussi pour que le code soit lisible. Dans ces sessions de formation, vous remarquez que les valeurs des attributs sont toujours entre des guillemets doubles. Vous pouvez cependant voir des guillemets simples dans le code HTML de certaines personnes. C'est purement une question de style et vous êtes libre de choisir la solution que vous préférez. Maintenant, passons à comprendre comment utiliser les éléments imbriqués. Vous pouvez mettre des éléments à l'intérieur d'autres éléments, cela s'appelle imbrication. Si vous voulez mettre en valeur le texte électronique, vous pouvez le mettre dans l'élément strong pour qu'il soit fortement mis en valeur. Vous devez toutefois vous assurer que vos éléments sont correctement imbriqués. Dans notre exemple, nous avons ouvert l'élément P en premier, puis l'élément strong, donc nous devons fermer l'élément strong d'abord, puis l'élément P. Passons maintenant à comprendre la différence entre élément bloc et élément en ligne. Il existe deux catégories importantes d'éléments en HTML que vous devez connaître, les éléments de niveau bloc et les éléments en ligne. Les éléments de niveau bloc forment un bloc visible sur une page. Ils apparaissent sur une nouvelle ligne quel que soit le contenu précédent.
et tout contenu qui les suit apparaît également sur une nouvelle ligne. Les éléments de niveau de bloc sont souvent des éléments structurels de la page et représentent par exemple des paragraphes, des listes, des menus de navigation, des pieds de page, etc. Les éléments en ligne entourent seulement des petites parties du contenu du document. Ils n'entourent pas un élément bloc. Un élément en ligne ne fait pas apparaître une nouvelle ligne dans le document. Dans notre exemple, l'élément EM pour emphase, qui vous permet d'insister sur une information, est un élément en ligne. Et comme vous pouvez le voir dans notre exemple, les éléments s'affichent sur la même ligne. La documentation pour réviser cette partie est disponible sur notre site web coder-6academy.com.